Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Mourant. Pour commencer cette saison 2 du podcast, j'aimerais vous parler de la couleur verte à travers l'histoire. De la préhistoire à nos jours, découvrons comment évolue la perception et l'utilisation de cette couleur à travers des exemples historiques, sociologiques et artistiques. C'est aussi l'occasion pour moi de vous partager ma passion pour l'étude des couleurs, et en particulier la verte, qui reste incontestablement ma couleur préférée. Vous voulez en savoir plus? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par mes découvertes. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver les photos des objets et œuvres mentionnés dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast, tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute! Quand on pense préhistoire, on ne pense généralement pas à la couleur verte. Même si c'était la couleur majoritaire dans les paysages que pouvaient voir les hommes de Cro-Magnon, il semblerait pas utiliser de pigments verts dans leurs fresques. Est-ce parce qu'ils considéraient la couleur comme moindre et trop facile à obtenir, comme on peut le voir avec l'argile verte par exemple, ou bien parce que les pigments verts d'origine végétale qu'ils ont utilisés ne se sont pas conservés dans le temps? En effet, et on le verra par la suite, la pigmentation verte a posé quelques difficultés de tenue en teinture essentiellement à cause de son instabilité. Chez les Égyptiens, la couleur verte est appréciée et souvent utilisée en raison de sa valeur symbolique. Représentée en hiéroglyphes par une jeune pousse de papyrus, elle est la couleur symbole de la végétation, de la bonne santé et de la régénération. Plusieurs divinités pouvaient aussi être représentées en vert, comme le dieu Osiris, Ptah ou la déesse Maat. Pour obtenir ce pigment, les artistes égyptiens avaient alors plusieurs options. Ils pouvaient broyer de la malachite ou mélanger des pigments jaunes et bleus pour obtenir la couleur attendue. Si on part ensuite chez les Grecs, et si on étudie la couleur verte dans l'histoire de l'histoire grecque, on se rend compte que certains chercheurs ont pendant un temps pensé que cette civilisation ne voyait ni le vert ni le bleu, car on n'en retrouve aucune mention dans leurs récits. Ils n'avaient en effet pas de mots précis pour citer ces couleurs. Platon, le philosophe et mathématicien, affirme même que pour obtenir la couleur verte propre au poireau, il fallait mélanger deux couleurs, de l'orange proche de la flamme et du noir. Dans les autres mélanges de couleurs incongrues, Démocrite, un des pères de la théorie atomique, pensait lui que le vert était le résultat d'un mélange entre le blanc et le rouge. Cela explique peut-être pourquoi le vert n'a jamais été une couleur classique chez les artistes grecs. La couleur verte chez les Romains se partage, elle, en deux temps. Même si la couleur verte est associée à la déesse de la fertilité et de la beauté Vénus, et qu'on retrouve de nombreuses utilisations de vert dans les fresques romaines, il y a quand même eu une période où le vert est mal vu dans la mode. C'est en effet la couleur en lien direct avec les barbares qui avaient souvent les yeux verts et bleus, ce qui était très rare chez les Romains. Et ces barbares s'habillaient aussi avec cette couleur. La couleur verte est alors laissée de côté par les aristocrates qui préfèrent des couleurs plus romaines, comme le rouge ou le jaune. Puis il y a une évolution vers une acceptation vestimentaire de la couleur verte. Au 1er siècle, la mode évolue et on apprécie un peu plus cette couleur. Les femmes portent de plus en plus de nuances vertes. Néron, l'empereur romain, choque aussi au cours de l'histoire et auprès de son peuple car il adorait la couleur verte, que ce soit dans ses vêtements, dans la décoration de ses palais avec l'utilisation de soie verte, mais aussi avec sa collection incroyable d'émeraudes. Niveau médical, les Romains allouaient à la couleur verte des vertus apaisantes, en partie à cause de sa grande présence dans la nature, et donc l'utilisaient pour se soigner. Ainsi, ils n'hésitaient pas à broyer des émeraudes pour en faire des baumes qu'ils s'appliquaient ensuite sur leurs yeux pour les calmer. Si on avance dans le temps et qu'on regarde ce qui se passe pour la couleur verte au Moyen-Âge, on se rend compte une fois encore que la couleur verte ne fait pas l'unanimité au cours de cette longue période. Si on étudie la présence du vert dans la Bible, on se rend compte qu'elle est très peu mentionnée. Le vert est une couleur qui va être associée et très souvent mise en avant par les troubadours dans leurs histoires d'amour courtois, dans la première partie de cette longue période médiévale. Le lieu idéal où les amants de ces contes se retrouvent et déclarent leur passion est très souvent le verger, espace essentiel pour la culture des fruits. Il se développe au Moyen-Âge. C'est un vrai écrin à verdure entre les arbres fruitiers et les nombreuses plantes qui peuvent pousser. Le verger devient progressivement un espace de détente et de plaisir. Les sens sont en éveil, la vue est captivée par tous les tons de vert, l'odorat peut aussi être éveillé par les doux parfums des arbres ou buissons en fleurs. Certains vergers ont même des cours d'eau qui ajoutent une dimension sonore à ces petits havres de paix. La couleur verte est alors aussi associée au printemps, saison de la Renaissance, où toute la végétation reprend ses droits. On fait alors le lien entre la couleur verte et la jeunesse, l'amour et l'espérance. Sur le point vestimentaire, il est alors très difficile d'obtenir de belles nuances de vert.
Les plantes utilisées comme le poireau, le genêt, les orties ou encore les fougères créent des nuances qui résistent très mal à la lumière, mais aussi aux nombreux lavages. Vers la fin du Moyen-Âge, la couleur verte perd de sa valeur. Son instabilité et sa difficulté à obtenir pour les peintres et les teinturiers l'associent alors à des caractères moins prestigieux. Le vert est alors synonyme de tout ce qui est changeant, la fortune, le destin, mais aussi le diable, les sorcières et leurs poisons. Les premiers diables verts apparaissent au XIIe siècle dans les manuscrits et sur certains vitraux. Avant, ils étaient plus souvent représentés noirs et ou rouges. Le diable est souvent entouré de monstres aussi verdâtres, serpents, crapauds ou dragons. Mais pourquoi cette soudaine haine contre le vert ? Certains historiens pensent que cela est dû aux croisades et au vert de l'islam. La couleur verte est chez les musulmans associée au paradis, mais c'était aussi la couleur préférée du prophète. De nombreux textes indiquent son goût vestimentaire pour cette couleur. Alors pour se différencier, les chrétiens européens ont probablement diabolisé le vert. À partir du XIVe siècle, on voit apparaître également une haine contre les sorcières. Avec l'invention de l'imprimerie, les ouvrages se multiplient et se répandent sur ces femmes qui se sont alliées aux forces démoniaques. Elles sont alors représentées avec une peau verdâtre, des dents ou des yeux verts. Et presque tout ce qui les concerne va être lié au vert, par exemple leur tenue ou encore la couleur de leurs nombreuses potions maléfiques. Ce ne sont plus les rouges et les noirs qui ont cette image négative comme on pouvait le voir auparavant, mais le vert. Chez les peintres, la difficulté de peindre des verts vifs est toujours présente. Quand on étudie aujourd'hui des peintures de l'époque moderne, très peu possèdent des verts intenses, à part par exemple la robe portée par l'épouse dans le très célèbre tableau Les époux Arnolfini, peint par Van Eyck en 1434. Il semblerait que pour garder une telle couleur sur son œuvre, le peintre a utilisé de très nombreuses couches de vernis afin de protéger les pigments verts de toute oxydation. Pour obtenir cette couleur, les artistes avaient plusieurs possibilités. Utiliser de la malachite broyée, option très coûteuse, des pigments d'origine naturelle comme la terre verte, redécouverte au début de la Renaissance et qui sera souvent utilisée comme base pour peindre les peaux, avant d'être recouvert de nuances de rose pour humaniser ses portraits. Mais il y a aussi le vert de gris, produit issu de l'oxydation du cuivre. Pour l'obtenir, il fallait plonger des plaques de cuivre dans de la soude et du vinaigre dans des pots pendant 15 jours, puis, après ce bain, gratter les pigments présents sur ces plaques. Le résultat apportait de belles nuances de vert, mais était aussi relativement problématique car ils attaquaient le support sur lequel ils se trouvaient. Il fallait donc faire preuve d'ingénuité pour protéger ses œuvres. Paul Véronèse, célèbre peintre italien de la Renaissance, connu comme un grand coloriste et utilisateur de la couleur verte, serait plaint de l'absence de pigments verts d'aussi bonne qualité que les rouges, ce qui compliquait ses créations. Chez les rois de France, on donna le surnom de vert galant à Henri IV peu de temps après sa mort, en 1610. Cette expression a vu son interprétation changer au cours des siècles. Il passe de voleur, qui attaque ses victimes dans les bois, à un homme assez entreprenant avec les femmes dans le sens de séducteur. La couleur verte, en amour, à cette époque, est associée à l'amour volage et charnel, en lien avec les aventures amoureuses du roi. Son fils, Louis XIII, aime lui aussi beaucoup le vert, et semble le porter avec plaisir au point de désespérer son ministre, le cardinal de Richelieu, qui lui voue une haine contre cette couleur, car pour le cardinal, le vert porte malheur. Au XVIIe siècle, on voit aussi apparaître une superstition qui existe encore de nos jours. Porter du vert au théâtre porte malheur. L'origine remonte alors à la tenue, verte ou jaune, que portaient les acteurs jouant Judas dans les pièces de théâtre jouées au Moyen-Âge. Le dramaturge anglais, William Shakespeare, associe la couleur verte à la jalousie et à la maladie dans ses textes. La couleur prend aussi progressivement un aspect grotesque, comme on peut le voir dans les pièces de Molière. En 1666, le misanthrope qui déteste le monde entier porte des rubans verts dans son costume. Monsieur Jourdain, dans Le bourgeois gentilhomme ou encore Sganarelle sont tous habillés de vert. Les costumes alors ne sont pas teints, car les teinturiers rencontrent toujours des difficultés à trouver une recette qui tienne dans le temps. Et il faut dire qu'à cette époque encore, les teinturiers sont limités dans leurs possibilités de création, car ils ne peuvent faire que du bleu ou du rouge. Les spécialistes du bleu peuvent donc faire des tons de vert ou de noir, et ceux du rouge ont le droit de faire les jaunes et le blanc. Et pour faire du vert, la meilleure des recettes est alors la suivante. Un premier bain dans du bleu, puis un second bain dans du jaune. Et vous l'aurez compris, cela n'était pas possible. Certains teinturiers ont même été bannis de leur métier après avoir fait ces mélanges. La solution alors proposée pour les costumes du théâtre est de peindre les vêtements avec du vert de gris ou encore du verdet. Or, nous l'avons vu un peu plus tôt, cette couleur est dangereuse pour le support. Alors imaginez la réaction des pigments sur la peau humaine. Cette coloration pouvait avoir comme conséquence l'asphyxie et la mort des gens qui la portaient. Cela devait donc continuer à répandre cette superstition sur la couleur verte au théâtre.
À l'époque des Lumières, le bleu est la couleur en vogue. On découvre comment faire le célèbre bleu de Prusse ou bleu de Berlin et donc toutes leurs nuances possibles. Les femmes se parent de tenues bleues et refusent de porter du vert car cette couleur ne les met pas en valeur au cours des soirées éclairées à la chandelle. Il faut attendre le courant artistique romantique pour voir un retour progressif du vert dans l'appréciation collective. Dans leur création, les artistes représentent beaucoup plus la nature et sa beauté. Ils ont donc besoin de cette couleur, même si elle n'est pas la plus importante dans leur palette. C'est aussi à cette époque que l'on découvre le rôle secondaire du vert au sein des couleurs. Elle se crée en effet en mélangeant deux couleurs primaires. Le vert ne peut donc plus prétendre à cette supériorité et reste donc à cette place de couleur secondaire. Mais le vert n'a pas dit son dernier mot. Lorsque le Parlement anglais est refait au début du XIXe siècle, la Chambre des Lords est couverte de rouge, mais la Chambre des communes, elle, prend une couleur verte et est présentée comme une couleur bourgeoise et progressiste. Si on reste à la même période, mais qu'on traverse la Manche, intéressons-nous à Napoléon Bonaparte. Il était un véritable adorateur de cette couleur, et la légende veut qu'il soit à l'origine de l'engouement pour le vert empire. Mais savez-vous que c'est probablement son goût pour la couleur verte qui a mené Napoléon à sa perte ? Inventé en 1775 par le chimiste Carl Wilhelm Scheele, le vert suédois ou vert de Scheele est un mélange de sel de cuivre et d'arsenic qui crée un vert intense et qui est immédiatement adopté en teinture, en tapisserie, dans les fleurs artificielles et même dans certaines confiseries. On le retrouve partout. Cependant, on s'est rapidement rendu compte que cette couleur était étrangement associée à des morts. En effet, après quelques analyses, les scientifiques se sont rendus compte que sous l'effet de l'humidité, les tissus teints au vert de Scheele libéraient des particules d'arsenic attaquant les vivants qui se trouvent autour. C'est donc probablement à cause des tapisseries, draperies et aux décorations vertes à base d'arsenic présentes dans sa demeure à Sainte-Hélène que Napoléon a été empoisonné et est mort. Les peintres du XIXe siècle utilisent aussi progressivement de nouveaux mélanges afin d'obtenir des nuances de vert qu'ils désirent, mais les pigments ne restent pas vraiment stables dans le temps. Les artistes qui utilisent par exemple du jaune de chrome et du bleu de Prusse pour créer des verts ne gardent pas cette couleur dans le temps. Les pigments ont tendance en effet à jaunir ou bien à brunir suivant les cas. On peut voir cela dans l'œuvre Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat, exposée aujourd'hui à l'Art Institute de Chicago. Quand on observe la pelouse de la toile, on se rend compte de taches brunes qui sont la conséquence de l'assombrissement des pigments jaunes de chrome utilisés initialement par l'artiste. Heureusement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les recettes pour obtenir de nouvelles nuances de vert apparaissent, diversifiant et répondant enfin à la demande des artistes et en particulier des impressionnistes qui peignent d'après nature et qui avaient besoin de toutes ces nuances. En parlant du XIXe siècle, d'artistes de couleur verte, je me dois de vous parler d'absinthe. Connue dès l'Antiquité pour ses vertus antiseptiques et répulsives pour les insectes, la recette est redécouverte par Pierre Ordinaire, un médecin français qui s'était réfugié en Suisse après la Révolution et qui la proposa à ses patients comme tonique. Rapidement, la boisson est commercialisée comme apéritif et les gens y prennent goût. Pour la consommer, c'est très simple. Une dose d'absinthe diluée ensuite avec de l'eau. Sa popularité grandit fortement dans la seconde moitié du XIXe siècle quand les producteurs commencent à vendre la boisson pour pas grand-chose et à utiliser des produits de moins bonne qualité dans leur fabrication. Les artistes comme Van Gogh, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde et tant d'autres en consomment de plus en plus. Il faut dire que le prix de la boisson est beaucoup moins élevé qu'un verre de vin classique. La boisson est alors utilisée dans 90% des apéritifs. Dans certains quartiers de Paris, on parle même de l'heure verte, entre 5 et 6 heures du soir. C'est le moment où les gens se retrouvaient pour prendre leur verre quotidien et où l'odeur d'absinthe finissait par envahir les rues. En 1913, les Français en consomment en moyenne 0,6 litres par an. La consommation est telle qu'elle inquiète les autorités publiques. On compare alors le fléau de l'absinthe et de l'alcoolisme en France à celui de l'opium en Chine. La boisson est finalement totalement interdite à la consommation en France en 1914. La couleur verte au XXe et XXIe siècle retrouve sa place dans le cœur des gens. Avec les projets de ramener la nature dans la ville, les retours au vert, l'exode urbain pour retrouver des modes de vie plus sains, la couleur prend une dimension presque idyllique et même politique. En effet, comme l'indique Michel Pastoureau dans ses nombreux ouvrages sur la couleur verte, dire aujourd'hui que l'on aime le vert fait presque immédiatement penser aux gens que nous sommes écologistes avec une volonté de respect de l'environnement. Mais la couleur verte n'a pas que cette vision politique, elle fait aussi penser à la santé, aux pharmacies avec leur logo lumineux vert, ou encore les hôpitaux.
Elle rappelle aussi forcément l'aspect biologique et plus sain et bon pour notre santé. Beaucoup de marques jouent d'ailleurs avec la couleur verte pour booster leur image écologique ou bio depuis quelques temps, ajoutant un détail ou bien changeant une des couleurs de leur logo. Ces petites évolutions marchent en effet sur l'inconscient des consommateurs qui imaginent alors que les produits sont meilleurs pour eux. La couleur verte a donc traversé les siècles de l'histoire à différentes places. Presque absente, adorée ou détestée, crainte secondaire, puis enfin positive et saine. Cette couleur reste cependant toujours associée à la joie, comme l'écrivait déjà Jean Robertet à la fin du XVe siècle. Vert, je ressemble à la pierre précieuse, trouvant mon plaisir dans la plus grande verdure. Il ne convient pas de m'associer au noir, et je n'appartiens qu'à quelqu'un de joyeux. J'espère que cet épisode sur la couleur verte vous aura diverti, appris quelque chose et surtout qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette couleur. Pour aller plus loin, je ne peux que vous conseiller les riches ouvrages de Michel Pastoureau, historien des couleurs, et les nombreux articles dont vous pourrez retrouver les liens sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner à Agriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Agriculture Podcast tout attaché ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. À bientôt pour de nouvelles découvertes.